L'apprentissage du dev est un process long. Il y a les tutos, les formations, les podcasts, comme celui-ci bien évidemment, et bien sûr de longues heures de pratique. Cet apprentissage est en partie réutilisable pour apprendre un nouveau langage, mais il faut toujours sans cesse apprendre de nouvelles choses pour se tenir à jour et continuer à progresser. On apprend les méthodes, on apprend les fonctions, on apprend les librairies, on apprend tous les rouages de notre langage pour savoir tout écrire avec l'impression de ne jamais en savoir assez. Mais quand vous avez appris à coder, vous ne l'avez pas fait avec un petit assistant qui écrit pour vous l'ensemble de votre code. Et c'est pourtant, d'après certains, l'avenir de notre métier. Mais alors, comment ChatGPT va transformer notre métier ? Copilot est-il devenu indispensable ? Et surtout, s'il y a code à notre place, ce podcast a-t-il encore un avenir ? Pour répondre à ces questions de murmure à l'oreille du dev, je ne reçois pas Madame Irma, mais il s'y connaît en prophétie. Pierre, bonjour. Salut Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Ouais, bonjour Bruno, bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Pierre, je suis le fondateur et PDG d'une société qui s'appelle Flynn, qui est une ESN X.0, à la fois installée à Montpellier, à Paris, où on fait de l'assistance technique sur des projets hautement innovants. Je suis aussi un ancien dev, un incurable geek. Je continue à coder, mais mal. La question, c'est est-ce que je code mieux avec ChatGPT ou avec Copilot, etc. C'est des questions sur lesquelles on va répondre. Ouais. Bah, du coup, justement... Tenter de répondre. C'est une bonne première question. Donc, effectivement, tu codes moins maintenant parce que tu es effectivement CEO de Flynn, donc j'imagine que tu as moins de temps pour coder. Je suis un peu dans la même position, mais c'est quand même des trucs qu'on a envie de faire, de coder. À quel point est-ce que tu utilises ChatGPT ou Copilot ou autre pour coder aujourd'hui ? Et est-ce que pour toi, dans l'usage de ces outils, est-ce que c'est un moyen de... Est-ce que c'est une béquille en te disant de toute façon je suis un peu rouillé donc ça m'aide, ou est-ce que c'est une façon pour toi d'en faire plus parce qu'il du coup il écrit plus vite que toi et il te fait gagner du temps. Enfin, tu vois, pourquoi tu l'utilises et à quel point tu l'utilises ? Alors j'ai testé les assistants au coding, à la fois Copilot, à la fois Cursor et d'autres. Je ne les utilise pas tout simplement parce qu'en ce moment je code pas. Et je vais aller plus loin, c'est que mon cas particulier ne constituerait pas un bon exemple qui permettrait de généraliser ensuite. C'est-à-dire que je ne suis pas un bon exemple pour répondre à la question de finalement, est-ce que Copilot ou les assistants de coding, c'est intéressant pour les devs ? Je ne suis pas dev. Je suis PDG de ma boîte et j'ai une bonne vision du dev d'une manière générale, de l'algorithmie, de la tech, etc. Je ne suis pas data scientist non plus. Je ne suis pas ML engineer. Voilà, je ne suis pas tout ça. Donc, je ne peux pas répondre, mais de mon point de vue, en tout cas à moi, parce que ça serait absurde. Mais d'un autre côté, je peux répondre de l'ensemble des consultants qui composent, nous, notre communauté et notre boîte, avec lesquels on collabore régulièrement. Il y a aujourd'hui... c'est assez étonnant et c'est assez succulent d'assister finalement à cette transformation. Je vais m'expliquer. Parce qu'on voit deux écoles. Ouais, c'est très clivant, en fait, ce sujet. Soit on le prend à bras-le-corps et on se dit, je vais le prendre, je vais augmenter ma capacité, ça va me permettre de, effectivement, on l'a vu, les Stack Overflow et tous les sites de debugging. D'ailleurs, c'est les premières victimes de l'IA. C'est eux et d'autres professions qui ont été très, très impactées par les arrivées de ces IA génératives. Et donc, il y a ce côté, oui, je prends et je teste et j'ai envie et j'embarque aussi cette techno pour voir de quoi elle est faite et puis ce que je peux en faire. Et puis, il y a le côté un peu
un peu tête de mule qu'on connaît au dev, en fait. Je sais pas, je te vois avec un petit rictus, mais ça te fait marrer. Oui, parce qu'en fait, moi, tu vois, c'est une de mes visions, en fait, effectivement, sur l'IA, c'est très proche de ce que tu dis, c'est que, pour moi, le dev, il y a une espèce d'ambivalence dans le dev, c'est que un dev, pour la majorité, ce sont des personnes qui sont un peu paresseuses. C'est-à-dire qu'on aime bien passer un temps fou à automatiser un truc qu'on n'aura plus à faire après, parce qu'on n'aime pas faire des redites et des copier-coller. Exactement. Mais d'un autre côté, tu proposes à un dev de faire un site avec WordPress, il va te dire, c'est de la merde, moi je le fais mon site moi-même sans WordPress. Alors que WordPress te fait gagner un temps colossal, parce qu'en fait, tu as toute une tuyauterie qui est déjà en place, et tu gagnes vachement de temps en fait, pour créer un site qui correspond à quand même beaucoup de use cases. Et je trouve qu'il y a toujours cette ambivalence d'avoir d'un côté quelqu'un qui est quand même assez paresseux, et qui en même temps va te dire, non, mais moi je prends pas des outils tout faits, je préfère faire moi-même. Et du coup, un paradoxe même. C'est un paradoxe, ouais. C'est un paradoxe. Et du coup, cette arrivée des outils comme Copilot et autres, bah, tu as quelqu'un qui te fait gagner du temps. Tu as un outil qui te fait gagner du temps parce qu'il te fait coder plus vite, mais en même temps, il code à ta place. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une espèce de guerre interne au sein de tous les devs de comment je concilie tout ça, quoi. Bah, y a cette vision que je rejoins complètement, et en tout cas que je respecte, qui est la vision de ce métier qui est on va dire un art, avec un petit A, d'accord, mais il y a cette idée de craftsmanship, du codé propre, du codé beau, une espèce de volonté d'aller vers un esthétisme et de la beauté dans le code. Ce qui peut être de la beauté, de la robustesse, j'en sais rien, un truc récursif. Moi, j'ai vu des développeurs Scala avec lesquels j'ai discuté. Déjà, au bout de 40 secondes, je comprenais absolument plus rien à ce qu'ils me racontaient, parce qu'ils étaient dans des patterns, de trucs ultra complexes, incompréhensibles. Donc, une espèce de jouissance par rapport à la beauté que je peux comprendre, parce que c'est un... Il y a plein de devs, développeurs, développeuses qui ont aussi une personnalité assez artisan, artiste, et souvent une passion à côté, qui mêle la créativité. Donc je comprends cette envie de garder ce côté-là, mais il y a aussi un autre pan de notre métier, du métier de développeur, ou du métier de software développeur, qui est aussi de refaire des choses qu'on a déjà fait, des copier-coller, des bouts de code, des machins, etc. Enfin, la plupart du temps, quand on dev, on est pas là avec son clavier. Non, en fait, là, on prend du copier-coller, on sélectionne. On a 53 pastes dans son buffer et on agence, etc. C'est plus des briques qu'on assemble, de Lego, de petites briques qu'on a réutilisées, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait ce paradoxe-là, parce qu'il y a ces deux aspects dans le métier, à mon sens. Et la peur, elle réside, dans la méconnaissance, je pense, pour ce deuxième pan de la population de développeurs qui rejette ça en bloc. Peurs qui peuvent être en partie légitimes, parce qu'on ne peut pas retirer qu'il y ait une possibilité, peut-être même minime, plus ou moins grosse, qu'effectivement ce métier soit extrêmement impacté au point que de copilote, l'IA peut-être éventuellement devienne, on retire le co, et que devienne plutôt pilote, quoi. Ouais. C'est pas impossible, on ne peut pas le retirer en tout cas. Voilà. Je sais pas si tu connais la BD XKCD de Randall Munroe. Ouais, il a les cartoons là. Ouais. Il a une BD là-dessus, alors que j'ai souvent cité sur ce podcast, donc les gens l'ont sûrement déjà entendu, mais où tu vois quelqu'un qui arrive vers un dev et qui lui dit ton métier bientôt va disparaître parce qu'on pourra générer le code tout seul. Et le dev qui est au bureau répond mais du coup comment tu vas expliquer à la machine ce que tu veux? Et le gars lui dit j'aurais juste besoin d'expliquer de manière précise ce que je veux, comment ça fonctionne et compagnie. Et du coup le dev répond du coup mon métier est safe, parce qu'en fait certes l'IA peut générer du code, mais si tu lui expliques c'est au final le même truc qu'on a nous en tant que dev, c'est-à-dire que si je te fais une spec qui est dégueulasse, tu me feras une app qui est dégueulasse en fait. Ah moi je te ferai même pas d'app en fait. Hein. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est il faut bien spécifier le besoin pour pouvoir le coder proprement. Et en fait, les LLM certes vont t'écrire du code, mais si tu leur as mal présenté le sujet au début, donc on a toujours besoin de cette expertise technique. C'est juste que on va peut-être plus coder en JavaScript, en PHP, en Ruby, en ce que tu veux, mais ce sera peut-être du prompt engineering en fait. Alors, pas sûr que ça soit j'entends tout ce que tu dis, et le prompt engineering, c'est encore autre chose, parce que c'est la façon... alors, ça amène beaucoup de choses, ce que tu me dis là. C'est que, je crois que les démarches dans les entreprises qui ont des équipes de développement, les démarches d'intégrer ou d'aller vers une dynamique Gen AI sont... pas suffisamment bonnes, en ce sens qu'elles n'emmènent pas tous les collaborateurs de l'entreprise. Je m'explique.
Les devs travaillent dans des boîtes où il y a besoin de devs, des départements R&D, des départements techniques, des DSI, ce que tu veux, etc. Mais si la direction de l'entreprise et les mouvements, en fait, s'il n'y a aucune directive, ni direction, ni politique, ni gouvernance IA par rapport à ces IA génératives dans l'entreprise, la nature ayant horreur du vide, c'est normal qu'en fait, ces populations que sont les développeurs n'achètent pas, parce qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de vision, en fait, de ça. Si vous voulez un très bon exemple, je vous conseille j'en parlerai peut-être à la fin, mais il y a une très bonne vidéo du Head of Engineering de Shopify qui ont embrassé ce changement et cette arrivée de la Gen AI pour la faire leur et vraiment avancer dans ces démarches, etc. Et dans une démarche de prendre les outils, de les tester, de les essayer, d'avoir une vraie ouverture d'esprit par rapport à ça. Parce que la vérité ne se situe pas dans « je rejette tout en bloc », à mon avis. La vérité ne se situe pas dans le monde de l'IA générative. Demain matin, je peux prendre n'importe quel développeur junior parce que de toute façon, l'architecture n'existe plus. L'architecture software, et puis mes product owners me sortent des specs qui sont parfaites. Donc ça, c'est le monde des bisounours, ça n'existe pas non plus. La vérité, je pense, se situe comme bien souvent au milieu, où il va falloir quand même ne pas rejeter en bloc, prendre quand même ce qu'il y a à prendre, mais surtout tester, avoir une démarche volontariste par rapport à ça. Et surtout que c'est des outils qui vont en plus évoluer avec le temps. C'est-à-dire que les capacités de ces outils d'aujourd'hui sont pas... Enfin, on le voit, ça bouge quand même assez vite. Les capacités qu'il pourrait y avoir demain, quoi, de toute façon. Ouais, c'est évident. Ça ne va pas... il faut défantasmer aussi le débat. Ça ne va pas directement rayer de la carte. Déjà, ça ne va pas se passer en un instant. Si jamais ça devait se passer, ça se passera à la vitesse, non pas exponentielle, mais notre vitesse, nous, d'être humains. Donc une vitesse naturelle, donc linéaire. Donc on aura le temps de voir arriver ça. Et ensuite, non seulement on aura le temps, mais je pense qu'on sera encore mieux préparé, ou les développeurs, en tout cas ces populations techniques seront encore mieux préparées, si elles embrassent ces technologies-là, si elles les font leurs dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, si je me replace, je vais tenter une analogie. Si on est effectivement aujourd'hui plutôt mineur, en train, dans le charbon, etc., et qu'on voit arriver l'électricité, et qu'on voit arriver tout... C'est pas en se mettant la tête dans le sable et en rejetant tout en bloc qu'à un moment donné, on va être capable d'être mieux prêt quand ça va arriver, parce que je pense que ça arrivera. Et il ne faut pas se transformer en un énième Kodak qui voit le numérique arriver et puis qui se dit à la fin, j'ai raté le tournant. Donc voilà, il faut mieux se préparer. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à une autre analogie que j'ai entendue un jour, que j'ai trouvé pas mal. C'était que les vendeurs de frigos d'aujourd'hui ne sont pas les marchands de glace d'hier. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait des frigos, tu avais des blocs de glace dans les cuisines pour stocker les trucs au frais. Oui. Et en fait, les gens qui ont inventé le frigo ne sont pas ceux qui vendaient des blocs de glace. En fait, c'est un métier qu'on a remplacé un autre, mais c'est du coup aussi toute une industrie qui a disparu au profit d'une qui est apparue, en fait. Oui, alors c'est le concept de la destruction créatrice, sur lequel on pourrait parler très très longtemps, parce que oui, c'est quelque chose qui existe, on invente des nouvelles technologies, et ça permet à l'humanité du coup d'avoir des nouveaux types d'emplois, d'occupations, etc., liés à ces nouvelles technologies. Ça en rase d'autres. Et l'idée de dire un pour un, c'est-à-dire on remplace, elle n'est pas forcément exacte, et les études le prouvent. C'est-à-dire qu'en fait, pour 10 fois plus le chiffre d'affaires de Walmart, Amazon a 10 fois moins de salariés. Et peut-être que dans 10 ans, ils auront encore 10 fois moins de salariés pour générer encore plus de chiffre d'affaires. Donc la vraie destruction créatrice, elle existe, mais elle n'est pas... Je suis d'accord avec toi, il y aura des nouveaux boulots, il y aura des nouvelles occupations, etc. Ça va se transformer. Est-ce que ça va se transformer un pour un? C'est la vraie question. Est-ce que cette énième révolution industrielle que constituent ces IA sera la dernière? Et ça, c'est les questions que vous pourrez trouver sur des économistes comme Jeremy Rifkin et La fin du travail, par exemple, où il évoque... la croisée des chemins de l'humanité, d'être finalement, est-ce qu'on va tout automatiser, ça va se transformer en un jardin d'Éden pour l'humain où il n'y aura plus rien à faire, ou au contraire, ça sera le chaos. Pardon, j'ai un petit éternuement. Alors, moi je pense qu'il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs façons dont ça va impacter les devs en général. Je me suis pris quelques notes pour essayer de ne pas oublier les différents trucs.
déjà, dans un premier temps, ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que dans le métier de dev, effectivement, il y a des tas de trucs qu'on refait en boucle. Et moi, là-dessus, je pense qu'effectivement, l'IA va t'apporter, quand tu intègres une API, par exemple, quand tu intègres l'API de Twitter... si tu as de l'argent. Si tu as de l'argent aujourd'hui, effectivement. Mais c'est casse-pied à faire, en fait. Enfin, c'est casse-pied. C'est pas intéressant. Intégrer une API, ouais, so what. Et pour moi, clairement, un outil comme Copilot, qui va du coup faire tous ces trucs-là, un peu rébarbatifs, un peu usuels, d'intégrer une API, je sais pas, de créer tes objets, tes modèles, tes machins, ça, en fait, autant l'utiliser. Et du coup, tu te consacres, en fait, là où est ta vraie valeur en tant que dev, sur ta logique, ton algorithmie, pour proposer des résultats meilleurs. Est-ce que du coup, sur cet aspect-là, est-ce que pour toi, ça va réussir à rendre tous les devs meilleurs, ou est-ce que tu en as quand même qui vont continuer à vouloir tout faire from scratch? Et déjà, surtout, est-ce qu'on va continuer à apprendre aux devs à tout faire from scratch? C'est une vraie question, parce que là, tu rentres dans le monde de la headtech et des partiels où tu vas faire de la programmation sur des copies doubles à l'écrit, et ça existe encore, et je pense que ça va encore exister un bon moment. Ça n'existe plus. Moi, j'ai déjà... Un test, demande à tes auditeurs si jamais il y en a pas qui ont récemment passé des partiels sur des copies doubles pour aller faire du vieux Java. J'ai déjà vu, il y a encore pas si longtemps, des entretiens techniques où on te demande de coder sur un tableau blanc. Oui, mais ça se comprend. Ça peut à la rigueur se comprendre, mais je pense pas que dans des écoles, il y a encore des... En tout cas, donc ta question de démarrage, évidemment que ça va changer la façon dont on apprend ce métier-là, parce que le métier va changer en lui-même. Est-ce que demain... Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais de prompt engineering tout à l'heure, aujourd'hui, on parle encore avec du langage naturel. On donne des ordres à l'aide de langage naturel pseudo-structuré avec du prompt engineering pour les LLM. Pour les assistants coding, c'est encore autre chose. Il se nourrit des tabs et des choses qu'on a ouvertes dans son IDE, plus de la doc, plus éventuellement différents fichiers qu'on lui aura donnés pour être spécifiques au code base de l'entreprise. Et il va proposer des suggestions de remplissage automatique, de code d'une partie, de templates, etc. Donc je pense que ça va aider beaucoup, comme tu dis, pour tout ce travail un peu de tringlerie et de plomberie qui est absolument pas très... Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée là-dedans. Et ça peut déplacer, mais je dis ça peut déplacer le travail des développeurs et des software développeurs vers un travail plus architectural, plus d'abstraction, de réflexion, etc. Ça peut, je dis ça peut, parce que ça va demander quand même un effort. C'est-à-dire que il faut bien qu'on soit conscient que les changements qu'on subit actuellement, on ne les subit pas. En fait, on en est acteur si on ne fait rien. C'est plus ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un profil particulier de développeur, de DevOps, de ce que tu veux dans la technique, dans la technologie, qui ne soit pas assez ou très fortement impacté par l'arrivée de ces nouveaux outils, qui sont des outils. Combien vraiment prennent le temps de se former, de les regarder, d'avoir une démarche d'apprentissage et d'apprentissage continu, etc., alors que même ces technologies risquent potentiellement, s'ils ne bougent pas, ces gens-là, de les faire gentiment devenir en fait, potentiellement dépassés, en fait. Donc je pense qu'il faut y avoir une démarche d'entreprise et aussi individuelle de prendre en compte ces changements-là et de ne pas les rejeter en bloc, ouais. De ne pas rejeter en bloc. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que Stack Overflow est un des acteurs les plus impactés par l'arrivée des copilotes et autres, pour le coup, j'y avais jamais pensé et je trouve ça assez ouf, parce que c'est assez vrai en fait, c'est que... Alors moi déjà, je trouvais que Stack Overflow c'était génial, parce que moi quand j'ai appris à coder, ça n'existait pas, j'ai appris à coder en 90 à peu près. Toi, c'était le site du zéro. Mais moi, j'avais même pas Internet quand j'ai commencé à coder en fait. Moi, j'ai commencé à coder, j'avais 12 ans. Donc c'était début des années 90, j'avais 12 ans en 92. Donc, c'est beau ça, comme les gens qui se rencontrent en dehors des applis de rencontre. Exactement. C'est magnifique. Et tu vois, moi, Internet est arrivé chez moi en 94. Donc j'ai commencé à coder en basique et j'avais juste un livre. Donc quand je vois Stack Overflow, je me dis que c'est génial en fait pour apprendre à coder. Mais du coup, comme tu dis tout à l'heure, notre métier va évoluer vers quelque chose de plus de prise de hauteur, d'abstraction, d'architecture, enfin tu vois, de vision un peu plus globale.
Mais aujourd'hui, il peut en tout cas. Ouais. Il peut, mais aujourd'hui, tu prends le profil d'un jeune diplômé et tu lui demandes d'avoir ce niveau d'abstraction. Je pense que tu seras comme moi, tu diras bah non, il est un peu trop frais, il faut un peu d'expérience, il faut un peu de bagou. Mais du coup, si les IA nous prennent cette partie de travail de tuyauterie, qui est aujourd'hui un indispensable, en fait, mine de rien, pour apprendre ce que c'est que le dev, de passer par ces trucs-là, si l'IA nous le prend, comment est-ce que nous, on peut réussir à arriver à l'étape d'après, de savoir faire ce qu'il y a à faire après l'IA? Compliqué ce que tu dis. T'as vu, hein? Non, en fait, tout est relatif. On est aujourd'hui en train de se poser les questions en tant que propre observateur des propres changements qu'on est en train de vivre au moment donné T sur une population qui serait formée maintenant, dans 5 ans. Et en fait, tout ça est mouvant et à s'inscrire dans un espace-temps quand même. Je veux dire, c'est que les choses vont changer. Entre-temps, si on se revoit dans 3 ans, dans 18 mois, ça va changer énormément parce qu'en plus, c'est une exponentielle. Donc, on a difficilement la compréhension de ce que peuvent être des changements exponentiels. Donc, voilà. Et ces changements vont arriver petit à petit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une adaptation. Je reprenais l'exemple de ce Head of Engineering de Shopify où il disait, justement, en fait, au contraire, les jeunes développeurs, nous, on croit au pair programming, et même maintenant, en fait, c'est même plus du pair programming, mais ils sont 3. Parce qu'il y a aussi l'IA de copilote à côté, aussi, ou de ses assistants. Ça peut aider aussi beaucoup, je vois des gens qui s'auto-forment sur des outils d'IA générative en disant explique-moi tel ou tel contexte, explique-moi tel ou tel concept que j'ai pas compris de manière simple, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ah c'est bon, j'ai compris. Donc on va petit à petit se familiariser avec ces nouveaux outils pour, je l'imagine en tout cas, ceux qui le veulent en tout cas, se renforcer et continuer là-dedans. Mais demain matin, avec un interrupteur, tu vas pas avoir ni hier, ni comme aujourd'hui, ni comme hier, ni comme avant, ni jamais, quelqu'un qui passe de zéro à architecte logiciel. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Voilà. Et tu vois, si on prend cette évolution, en fait, on va clairement arriver dans un monde où on va avoir des devs qui ne devent quasiment que avec des outils d'IA. Oui. Moi, il y a une espèce de frein que je rencontre régulièrement, c'est que moi, aujourd'hui, je me considère aussi comme un dev no-code. Il y a beaucoup de gens qui me disent, non, du coup, t'es pas dev no-code, parce que tu fais du no-code, t'es pas dev. C'est du troll, hein. C'est effectivement du troll, mais il y en a pour qui ils sont sérieux, en fait. Et il y a une conférence que je cite souvent en référence, que je trouvais géniale, c'était Brett Favre de souvenir. Non, Brett Favre, c'est un joueur de la NFL. Brett David, je retrouverai le nom, je sais plus, qui a fait une conférence, on lui avait demandé d'imaginer ce que serait le dev dans 40 ans. Il a fait la conférence genre en 2018, je crois, quelque chose comme ça. Et plutôt que d'imaginer ce que serait le dev en 2058, il a fait comme s'il faisait la conférence en 78, et du coup, a imaginé, avec les connaissances de 78, ce que aurait dû être le dev en 2018. Et il y a un moment, il raconte un truc, moi, qui m'a marqué, c'est qu'il explique que, déjà en 78, les devs assembleurs considéraient que ceux qui faisaient du C n'étaient pas des vrais devs, parce qu'en fait, il y avait un niveau d'abstraction qui était trop élevé. Et donc, il disait qu'on pouvait espérer que les devs dans 40 ans n'auraient plus cette approche à considérer que ceux qui ont un niveau d'abstraction plus élevé ne sont pas des devs. Ce qui, on le voit, n'est pas forcément vrai. Est-ce que du coup, pour toi, on peut considérer que quelqu'un qui va dev un site, une application, un truc, avec uniquement du prompt engineering, et donc en ne connaissant pas le langage en tant que tel, est-ce qu'on peut le considérer comme un dev ? Alors, oui. Je vais prendre des tomates et des bananes, etc. Je pense que plus loin, ta question, elle pose l'épineuse... se cache derrière ta question, en fait, une question moins triviale, qui est la notion de progrès, en fait. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on considère, en tout cas en tant que technicien, dans la technologie aujourd'hui, proche des machines, des ordinateurs, des réseaux et de tout ce qui constitue le numérique, qu'est-ce qu'on considère comme étant du progrès ? Est-ce que... Et finalement, tout ce dont tu parles, le no-code, le low-code, l'automatisation à outrance, l'abstraction, etc., va vers plus d'abstraction de l'humain par rapport à la machine ou le système d'information, et plus de
capacité aujourd'hui avec les IA. Alors, pas de prise de décision de libre arbitre, etc. On n'en est pas à l'AGI, on n'en est pas à des IA qui décident, etc., etc. Il y a quand même encore j'espère pour un certain temps, des ordres issus d'humains et pas un libre arbitre et des choix d'une machine uniquement. Mais qu'est-ce qu'on considère en fait le progrès et en fait jusqu'où il va? Et la question encore derrière, c'est est-ce que l'IA et ces IA-là, les IA génératives et tout ce qui va suivre, serait-elle en fait l'ultime progrès? C'est-à-dire qu'en fait, le progrès, t'avancerais, le progrès, t'aurais les lumières, les machins, le charbon, l'électricité, la locomotive, le truc à vapeur, les avions, les fusées, etc. Et puis à un moment donné, t'aurais l'IA, les IA génératives, et en fait l'automatisation d'absolument tout, potentiellement. Donc, et encore une fois, le risque, il existe. Tous les gens qui le jettent à la poubelle ou tous les gens qui pensent qu'il n'y a que ça, ils sont dans le faux, mais le risque, il existe malgré tout. Il existe malgré tout. Donc, et se poser la question de ce qu'est le dev ou ce que sera le dev, pour revenir à ton analogie, ce que tu relatais par rapport à cette personne qui cherchait ce que serait le dev, à qui on a demandé ce que serait le dev dans 40 ans, ça sous-entend qu'il y a encore des devs dans 40 ans. Ça sous-entend qu'il y a encore besoin de la matière et de la science software développement dans 40 ans. Il y a des boîtes aujourd'hui, je t'en nomme une parce que j'avais assisté pendant AI Pulse à leur présentation, qui s'appelle Poolside, qui a été cofondée par l'ex-CTO de GitHub qui est un copilote, etc. Et Poolside, leur credo, c'est de dire, ils ont levé 126 millions, dont d'ailleurs Xavier Niel, machin, etc. Enfin bref. Et leur credo, c'est de dire aujourd'hui, dans 2, 3, 4 ans, le software développement sera fait par des gens qui ne seront pas des software développeurs. Et c'est marqué noir sur blanc sur leur page, et c'est leur vision des choses. Donc, est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça ne va pas se passer? Quand est-ce qu'on va y arriver? Quel est le type de langage qu'on va utiliser pour parler à des machines? Est-ce que les machines vont avoir leur propre langage? Parce qu'aujourd'hui, on fait du prompt engineering, on parle en langage naturel, mais il y aura peut-être un langage intermédiaire où ça sera des machines qui parleront des machines, des langages spécifiques de LLM. Et je rejoins Scaleway, du coup, avec ARM et avec toutes les architectures RISC, ou GPU, des choses qui sont vraiment extrêmement proches du hardware et qui vont permettre encore d'aller plus vite. Est-ce que le quantique va arriver aussi là-dessus pour encore plus rajouter d'exponentiel à ces développements? C'est des vrais sujets, c'est des vraies questions. Tu comprends pas pourquoi je dors pas depuis un an. Je vois. Il y a toi aujourd'hui chez Flint, est-ce que tu pousses? Est-ce que tu Pas assez. Pas assez? Non. Pour toi, les devs de Flint n'utilisent pas encore assez le... Non, pas assez. D'une manière générale. D'une manière générale. Pas plus ou moins que les autres, etc. Alors, il y a aussi un truc, c'est que nous, on agit en tant que société de service en intermédiaire entre les clients finaux et nos développeurs. Et on est quand même régi par une espèce de policy de nos clients. Et ils ont certains degrés de maturité par rapport à leur AI gouvernance. Certains vont me dire, moi je mets pas du tout Copilote parce que je sais pas d'où vient le code qu'a absorbé Copilote quand ils sont allés scraper les 2/3 du web ou les 2/3 de Stack Overflow, etc. Parce qu'il y avait pas un petit bout de code en fait qui avait une licence propriétaire et que je vais du coup inclure parce qu'il a été proposé par Copilote dans mon propre code à moi. Sans savoir que du coup du coup potentiellement ce que je vais vendre à mes clients, je suis liable et je suis dépendant d'une licence potentiellement, etc. Donc ça pose des questions légales, ça pose des questions de privacy de la data aussi. C'est-à-dire quand j'ai mes développeurs, est-ce que je veux me retrouver comme Samsung avec mon code qui est disponible plus tard dans une hallucination de ChatGPT ou autre? Est-ce que j'ai envie de ça? Pas forcément. Et après, il y a aussi simplement une question que, encore une fois, c'est très tôt et les entreprises n'ont pas pris de gouvernance et à bras-le-corps la gouvernance IA dans leur équipe technique, dans leur chaîne de production, quand c'est des sociétés qui sont des éditeurs de logiciels et qui finalement ont une machine de production. Je suis désolé, mais on est à l'ère des temps modernes en fait. Il y a du Fordisme, du Taylorisme, etc. Mais l'IA, ça va rajouter aussi soit de l'optimisation, soit au contraire. Et je reprends encore l'exemple avec ce Head of Engineering de Shopify qui disait où nous, aujourd'hui, on ne veut pas prendre de métriques, de savoir si les développeurs codent plus vite, il y a plus de PR, il y a plus de lignes de code, il y a moins de bugs, etc. On ne prend pas tout ça.
Par contre, les études qu'on a poussées, c'est beaucoup plus qualitatif. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui prennent, ces populations qui prennent à bras le corps tout ça, et qu'on éduque et qu'on forme, et qui jouent avec le truc, avec ces IA, sont plus heureux, sont plus... Ils développent peut-être pas mieux, pas plus vite, etc. Mais ils sont plus heureux de prendre et de faire cette technologie-là. Et un développeur plus heureux, il reste mieux, il a moins de turnover, machin, etc. Et puis, il va devenir moins potentiellement dépassé par cette technologie. Ne pas se faire dépasser, ne pas se laisser dépasser, en fait. Essayer de les prendre et de les faire siennes. C'est un critère hyper important, effectivement, que ton équipe soit plus heureuse au quotidien dans le taf. C'est ultra important, ultra important, et ça va le devenir de plus en plus à mesure que le fossé va se creuser entre les entreprises et les équipes et les techniciens qui prennent ces outils et qui les... je sais pas, quand le tournevis est arrivé, en fait, t'as pas tous les plombiers, les électriciens qui ont dit « Oh là, malheur, moi je le faisais avec mon couteau, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» En plus, il y en a plein de sortes, des en croix, des plats, c'est trop compliqué, je ferai pas ça, je vais faire autre chose, avec les dents. Est-ce que pour toi, du coup, ça va devenir un outil indispensable dans notre métier ? Moi, il y a quelques temps, j'ai croisé un CTO qui me disait qu'il ne recrutait plus de développeurs, qui n'utilisent pas un Copilot ou un ChatGPT pour développer. Ça m'étonne presque pas. Et... Alors, j'aime pas trop les raisonnements qui sont très manichéens, ou tout blanc, ou tout noir. Je ne recruterai jamais de ceci, ou je ne toucherai jamais de cela, ou je ferai que ça. Donc, j'ai pas de boule de cristal non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable, ni Satya Nadella, ni Sam Altman dans la saison 3 d'OpenAI, personne n'est capable de te dire dans 9 mois, 12 mois, 18 mois, où est-ce qu'on en sera ? Personne. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a 10 ans, Bill Gates tenait le même discours, même il te disait, personne n'est capable de te dire à 5 ans ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, la fenêtre, elle se raccourcit au fur et à mesure qu'on avance et qu'on court de plus en plus vite, ce qui est logique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te dire si ça va être indispensable, de la même manière, je ne peux pas te dire si les développeurs sont indispensables dans 2 ans. Oui, Parce que moi, je me pose des questions, excuse-moi, soyons transparents. J'ai une boîte de services dont le but, c'est quand même de trouver des super ressources pour des super projets. Ok, c'est cool. C'est trouver des ressources pour mes clients. Si effectivement, la ressource soit doit changer, le type de ressource, développeur, pas développeur, architecte, tous ces métiers-là, soit doit changer, soit carrément, potentiellement, il y a une petite chance pour que ça soit rasé, j'aimerais bien, en fait, être au courant de cette chose-là avant, potentiellement, les autres, le temps qu'on ait le temps de s'adapter, de pivoter, etc., etc. Voilà. Qu'on ne se retrouve pas avec... il va faire tout noir, et hop, il fait tout noir. Oui, mais après, ça peut pas être un métier qui disparaisse aussi vite que ça. J'invite les auditeurs à lire... à lire le livre de l'ancien cofondateur de DeepMind, Suleiman, qui s'appelle The Coming Waves, où il parle effectivement de conjonction de 4 grosses disruptions que sont le quantique, la robotique, les intelligences artificielles type générative et la biologie synthétique avec CRISPR, etc., la capacité de pouvoir faire ce que tu veux, un peu comme des Lego, etc., dans le corps humain ou dans le vivant, et que ces 4 innovations de rupture en elles-mêmes venaient ensemble à un point d'inflexion et pouvaient potentiellement s'auto-alimenter. Quand on parle de quantique et d'IA, si tu mets les deux ensemble, ça peut encore accélérer, en fait. Ça peut encore accélérer. Donc j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Je peux entendre effectivement ce que tu dis tout à l'heure, que imaginer ce que sera le dev dans 40 ans, faut déjà se poser la question, est-ce que le dev sera encore là dans 40 ans ? Parce que 40 ans, c'est effectivement c'est quasiment une durée de cotisation d'un Français avant de pouvoir accéder à la retraite. Donc c'est quand même une période très longue. Quel beau concept, la retraite. Donc ça, je l'entends, mais tu vas me dire que dans 2 ans, dans 3 ans, tu vois, il va pas y avoir de changement drastique au point que, ne serait-ce que dans 3 ans,
potentiellement Fleet n'existera plus parce que tes clients pourront développer pour eux-mêmes. Mais j'entends la réflexion. Je pense qu'on on a toujours une grosse erreur par rapport aux croissances exponentielles, c'est qu'on est soit beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard. Et on est souvent rarement dedans. Donc en fait, on n'a pas la possibilité de comprendre ces développements exponentiels. Si je te dis, en plus d'ailleurs, c'est marrant, rétrospectivement, je te dis, ChatGPT, c'était il y a 11 ou 12 mois. Est-ce que tu imagines tout ce qui s'est passé en fait en 11 ou 12 mois? Le nombre d'annonces, le fait qu'on soit passé de GPT-3 à 3.5, à 4, à 4.5 bientôt, l'explosion des modèles open source, l'explosion du calcul, du coup la baisse exponentielle et inversement proportionnelle du coût du GPU, etc. Donc dans 2 ou 3 ans, je pense qu'on sera très loin. Alors à ce moment-là, j'amende ma question. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'en 2024, la maîtrise d'un outil comme ChatGPT ou Copilot pour un dev est indispensable? Et du coup, la question qui vient, entre guillemets, qui est sous-jacente, c'est si c'est indispensable, est-ce que, en tant que dev, si tu postules dans une boîte qui te dit « Chez nous, c'est interdit d'utiliser Copilot et ChatGPT », est-ce qu'il faut fuir ce genre de boîte? Alors, est-ce que c'est indispensable? Moi, j'estime personnellement qu'en tout cas, de ce que j'imagine de notre science, pas le faire, je mets du conditionnel et je mets des garde-fous parce que je n'ai pas envie de me faire déboîter. Ne pas le faire, pour moi, c'est une faute. Pour moi, c'est une vraie erreur. C'est une vraie erreur. Ne pas le faire, c'est une vraie erreur. Qu'on soit dev senior, architecte, etc. Ça peut être une erreur aussi grave qu'avoir trop un syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, pour moi, il y a quand même rapport au syndrome du melon, de l'autre côté, par rapport au syndrome de l'imposteur. Tu vois, c'est pas bien d'avoir l'un ni d'avoir l'autre. Donc le syndrome du melon, du dire de toute façon, toutes ces IA pondent n'importe quoi et ça sert à rien, de toute façon je suis meilleur parce que j'arrive à... etc. Ou le jour où tu parcours un tableau et au lieu de lui dire de parcourir jusqu'à la taille du tableau, tu parcours jusqu'à 100 parce que ton tableau, tu sais qu'il fait 100. Le jour où il fait 1000 ou le jour où il fait 10, tu fais n'importe quoi. Donc ça peut aider, prenons-les en compte, ne faisons pas l'autruche. Ça c'est le premier point. Le deuxième, si une entreprise... je pense que le boulot, là, du coup, d'un CTO, de quelqu'un qui va embaucher, c'est de mettre des critères, mais rejeter un ou une développeuse, un software engineer, parce que il l'utiliserait pas au quotidien, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, au quotidien, ces outils-là, moi, je trouve que c'est débile. Mais moi, je parlais du coup côté candidat. Est-ce que si toi aujourd'hui... si j'étais candidat et qu'on me disait ça? Et qu'on te dit, ici, c'est pas d'IA, pas de Copilot, pas de ChatGPT, est-ce que toi, ton conseil serait de dire, mais fuis du coup? En fait, je fuirais pas forcément par ce qui est dit, mais par la façon dont c'est dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui me dit... tu rentres pas parce que soit tu as des baskets, tu rentres, t'as pas de baskets, tu rentres pas. En fait, t'es manichéen comme ça. De la part d'un CTO, d'un recruteur, je me dirais ça sent mauvais quoi. Ça sent mauvais. Je pense qu'ils sont débiles. Mais tu vois, par contre, quelqu'un qui m'apportait le truc de me dire, écoute, nous, on a une vraie politique dans notre entreprise sur l'innovation, sur embrasser ces technos, etc. Tu fais ce que tu veux, t'as ta politique, t'as le machin. Mais nous, quand on rentre chez nous. L'innovation, on veut en faire. Un peu comme ce que disait Scaleway, ce que dit Shopify, les grands groupes qui prennent la technologie et l'innovation à bras-le-corps plutôt que se faire aspirer par elle en spectateur et un peu balloter comme une bouteille d'eau sur un océan déchaîné. Donc il faut prendre à bras-le-corps ça. Et si la personne me dit, nous on est une vraie politique, on est volontariste, on a une dynamique, on va vers ci, on va vers ça, et on pousse un maximum à utiliser ces technos. Et d'ailleurs, on serait content d'avoir ton feedback par rapport à ça, etc., et qui ouvrirait un dialogue plutôt que tu n'utilises pas d'IA, t'as rien à foutre chez nous. Moi, je trouve ça complètement absurde. Ouais. De la même manière que de l'autre côté, tu utilises de l'IA, nous on veut pas parce qu'en fait tu vas coder, tu vas coder de la bullshit ou des trucs qui sont pas bons, etc., etc. Tous les gens qui te disent ouais l'IA ça pond des trucs qui sont pas bien, machin, etc. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure que tu as certains clients qui ont des policies qui sont justifiées. En tout cas. Ouais, alors là, c'est encore autre chose. Ouais, quand tu as du légal, quand tu as des questions, je te prends un exemple. Toute l'industrie de la santé hautement régulée, toutes les industries hautement régulées, je comprends qu'il y ait certaines choses qui leur soient imposées par des contraintes réglementaires et auquel cas qui répercutent ces contraintes réglementaires éventuellement sur les salariés, les collaborateurs et leur organisation
ou leur méthodologie de travail. D'un autre côté, voilà, pour plein de boîtes, ne pas prendre ces changements en compte à l'échelle des entreprises, et d'ailleurs pas que des développeurs. C'est-à-dire que ça impacte tous les départements de l'entreprise, le marketing, les sales, l'admin, la compta, toutes les fonctions support, et même les directions générales, à un moment donné. Donc il faut être capable, à mon sens, encore plus aujourd'hui, d'ouvrir ses chakras, et voilà. Ouais. Pour les personnes qui écoutent régulièrement ce podcast, ils entendent tout un tas de personnes qui viennent parler de plein de sujets différents, qui nous expliquent que il faut faire du TDD, il faut faire du DDD, il faut faire de l'architecture hexagonale, qu'il faut faire un peu d'embarqué, qu'il faut connaître le Rust, le Ruby, le Scala, qu'il faut faire du SQL, du NoSQL, du Mongo, on a vu plein de sujets divers et variés, qu'il faut connaître les subtilités du réseau, enfin tu vois, tout un tas de sujets, savoir comment fonctionne un processeur. Là du coup, toi tu nous dis que maîtriser un outil comme Copilot ou ChatGPT c'est indispensable. Est-ce que du coup c'est un outil en plus à devoir, ou une techno en plus à devoir maîtriser et à devoir connaître, ou est-ce que ces outils-là sont déjà prêts aujourd'hui, ou le seront de toute façon, bien, quoi qu'il arrive bientôt, capables de nous apporter justement tout le reste? C'est-à-dire qu'au final tu peux dire à ton IA, moi je sais pas faire le TDD, je connais pas la différence entre TCP et UDP, mais du D'ailleurs, on s'en fout. C'est un choix, c'est un choix. Non, j'ai eu un vrai débat sur TikTok. En fait, j'ai reçu il y a quelque temps le CTO le lead dev de Deezer de l'équipe Android, et j'ai mis un extrait sur TikTok où justement il disait: je regrette de ne plus voir de dev en entretien qui connaissent la différence entre TCP et UDP. Ouais, mais en fait, ta question, elle fait tout son sens, et je vais encore m'inscrire un petit peu en faux et en emmerdeur, mais c'est toujours la même guéguerre entre les anciens et les nouveaux. C'est toujours le même truc entre ouais, mais avant c'était mieux, ouais, mais avant on faisait comme ça, ouais, mais c'est pour ça que je te dis on s'en fout en fait. Moi je l'ai apprise, puis après je l'ai oubliée, et maintenant je m'en fous. De la différence entre TCP et UDP, je m'en fous, mais royalement, parce que j'ai d'autres choses en fait. J'ai d'autres préoccupations, tu vois. Aujourd'hui c'est l'IA, demain ça sera encore autre chose. Donc je crois que s'il y a quelque chose peut-être à retenir de ce podcast, c'est retirer un peu les dogmes. Soyez adogmatiques, soyez ouverts en fait. La première qualité que moi je vais rechercher, c'est la curiosité, la volonté de se mettre aussi en dehors de sa zone de confort en permanence, d'apprendre. Et ces trois choses-là, normalement, vont te faire aller aussi vers ces technos, les utiliser, jouer avec, les prendre, voir ce qui marche pas. Et ça, c'est à tout un chacun. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Et trouver une entreprise qui plutôt fait ça aussi, et qui n'a pas une idée rétrograde, surtout dans la technologie, où on doit être ouvert à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'en fait, on est en train de scier la branche depuis 60 ans avec l'informatique sur laquelle on est assise. Et que là, parce qu'en fait, elle arrive potentiellement à se craqueler, cette branche, et à vraiment tomber, on se dit, on va arrêter. On va arrêter la technologie. On arrête tout, on jette, on est allé trop loin. Il y a l'IA qui arrive, ça va nous prendre tous nos jobs, ça va tout terminer, ça va faire tomber les serveurs, on va être dans la 4e dimension, etc. Enfin, calmons-nous, on continue à faire le même métier, à répondre à des problèmes de la vie physique par des outils technologiques, un assemblage d'outils, et on dépassionne le débat, et on prend de la hauteur, etc. Et surtout, on se retire les dogmes, les œillères, les préjugés, les biais, etc. etc. Ouais. Mais donc du coup, si ça devient un outil indispensable qui a autant de capacités, en fait, c'est aussi un moyen pour nous de progresser, en fait. Mais carrément. En nous aidant à appliquer justement le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est toujours la même question. Moi, je crois, et c'est pour ça que je continue à faire ce métier. Moi, j'ai une vision de la technologie qui est humaniste, et je veux ça, et je veux qu'elle soit aussi plus diverse, plus inclusive, etc., etc. Et on travaille dessus, et je le garde toujours à l'esprit. J'ai une vision humaniste de la tech. Elle n'est pas là pour tuer tout le monde. Elle n'est pas là pour supprimer tous les boulots, etc. Et on avance dans cette vision-là, et on reste aligné par rapport à ces valeurs de ce qu'on considère être la tech. Voilà, c'est un peu ça. Oui, parce que c'est justement aussi un autre impact qu'on a évoqué un peu par petits points ici ou là, c'est que donc certes on peut se poser la question de est-ce que dans 40 ans le dev existera,
ce qui est sûr, c'est que il peut y avoir une évolution de notre métier Bien vers sûr. quelque chose de très différent de ce que Bien c'est sûr. aujourd'hui. Bien sûr. Mais ce qui veut dire aussi que dans un avenir quand même assez proche, grâce à ces outils-là, on peut voir arriver sur la conception logicielle, Ouais. pour prendre de manière très, Tout très à fait. vaste, des gens qui ne correspondent pas du tout au profil Mais oui. du software de ingénieur d'aujourd'hui. Et c'est pas pour ça qu'on va les foutre dehors, en fait. Et il va falloir être capable de voir une population différente de la nôtre arriver avec d'autres outils que peut-être on n'a pas connus. En fait, c'est pareil, on en parlait il y a 10 ans, la génération Internet, les millénials, les machins, c'est toujours le même truc, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec une techno sur laquelle toi, tu l'as vécu en tant que vie, mais eux, ils arrivent, ils n'ont pas connu avant, en fait. C'est pas pour ça qu'il faut les jeter. Ils ont des aspirations, des visions, des jugements différents, des avis, des feedbacks, et c'est comme ça qu'on avance ensemble. C'est une communauté, la tech. Par contre, ce qui va nous rejoindre, et ça c'est important, je pense, c'est une question de valeur. Et je pense que la technologie, notamment avec l'open source, toutes ces valeurs de partage, etc., je pense qu'il faut les conserver, et je pense que c'est important de les chérir et de les protéger. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'elles sont en danger, notamment l'open source. Elles sont en danger au même moment où ça a pu être en danger quand il y avait Steve Ballmer qui disait que Linux était un cancer, ou l'open source était un cancer. C'était il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, on est sur les mêmes risques par rapport à plus de fermeture, plus d'opacité, plus de dogmes, plus d'hégémonie, plus de pouvoir dans les mains d'une seule personne, pays, continent, ce que tu veux. Et je pense que ça, c'est risqué. Donc, arrêtons de se foutre sur la gueule, j'ai envie de dire, et de se dire, il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui en veulent pas, et ceux qui trouvent c'est nul, ceux qui trouvent pas que c'est nul, etc. Posons-nous les vraies questions. Mais la meilleure façon, c'est d'en être acteur. Ouais. Vraiment. Tu nous disais tout à l'heure que toi, tu incites les gens chez Flint à l'utiliser, mais tu trouves pas assez et qu'en plus, tu es contraint aussi par certains de tes clients. Pour toi, donc, j'ai bien compris que tu n'es pas dans une philosophie de te dire on va imposer aux gens de faire 20 minutes de chat GPT par jour parce que ça n'amènerait pas grand-chose. Mais c'est quoi pour toi le frein principal que tu vois chez les gens qui du coup ne l'utilisent pas? C'est quoi? C'est que c'est pas encore finalement suffisamment utilisable. C'est pas suffisamment rentré dans le truc. Tu vois, c'est des freins de blocage intellectuel de chaque individu de se dire moi j'ai pas envie, moi j'ai peur, et d'autres qui y vont pleine balle. Tu vois, pour toi, le frein, il est à quel niveau? Il est multifactoriel, le frein. Il y a un frein idéologique, on en a vu, on en a parlé. Il y a un frein, le temps. Je jette pas la pierre aux software engineers, aux développeurs, aux développeuses qui codent pas le week-end. On peut avoir une vie, en fait. C'est pas mal de pas coder le week-end. C'est pas mal de pas avoir de side project. En revanche, ce qui est mal, c'est d'avancer bille en tête et de jamais, sur ses heures de travail, etc., s'octroyer quand même un peu de temps, que ce soit pour les entreprises, les clients, etc., et la plupart le font d'ailleurs, en fait. Aller faire des travaux exploratoires, d'innovation, aller se former un peu, aller regarder ce qui se fait, etc., faire des guilds, faire des challenges, faire des hackathons, faire des... tous ces tas de dispositifs qui permettent de grandir et d'avancer ensemble. Et je pense que ça c'est vraiment important. Donc un des freins, c'est aussi le temps, c'est idéologique, et il y a aussi quelque chose, on l'a dit, hein, mais c'est que la vitesse de développement nous dépasse un peu. Et aujourd'hui, ça va tellement vite, ça va très très vite. Moi j'aimerais qu'ils me disent mais tu fais de la veille, Pierre, etc., combien de temps ça te prend et tout. Trop de temps, et je demande pas à tout le monde de passer tout ce temps là. Moi je le fais, mais je pense que c'est quand même important de ne pas se laisser distancer par ce train là et ces trains là, parce qu'ils vont très très vite, et le jour où il faut remonter dedans, si on l'a laissé trop passer, ça va être très compliqué. Ça peut être très compliqué. On peut se retrouver avec un monde qui a complètement changé, façon, tu sais, t'es dans ton bunker, il y a eu une explosion atomique, tu rouvres le truc, tu fais, oula, il y a eu un truc qui s'est passé là. Mais je pense que c'est important. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu aurais, il y a très certainement, j'imagine, dans les auditeurs de ce podcast, certains devs qui n'utilisent pas ChatGPT ou Copilot ou autre. Alors Copilot, c'est soumis à la licence, donc c'est bien évidemment payant. ChatGPT, tu peux utiliser gratuitement.
sur le 3. Je crois que le 4 est toujours limité aux abonnés plus. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour que... parce que tu vois, moi je pense que l'usage de ces trucs-là, il a du sens quand tu commences à utiliser, pas forcément quotidiennement, mais en tout cas de manière très fréquente. Tu vois, que c'est vraiment rentré dans une espèce de truc. De routine. De routine, ouais. Toi, pour toi, ce serait quoi le petit conseil tu vois, pour dire aux gens, juste essaye de faire ça. À chaque fois que tu fais ça, passe par ChatGPT pour que du coup ça rentre dans tes habitudes. Je suis désolé, mais je vais pas avoir de conseils. Non, je suis désolé parce que ça dépend de l'outil aussi. Ça dépend de l'outil. Tu en parlais tout à l'heure aussi. Ça dépend de l'éditeur de logiciel, de ton IDE. Est-ce que tu l'utilises dans l'IDE, pas dans l'IDE? Est-ce que tu l'utilises en chat, pas en chat? Est-ce que tu l'utilises en complétion dans le code directement ou pas? Mais de la même manière, quand tu démarres un langage de programmation qui est un énième outil, eh ben tu prends un tutoriel, tu regardes, tu lis la doc, etc. Donc je vois pas pourquoi ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils, on devrait les apprendre en mode brise de Nice, n'importe comment. Donc je pense que juste lis la doc, regarde comment sont foutus un peu les modèles, regarde même la doc de Microsoft, Copilot est quand même vraiment très très puissant. Renseigne-toi et joue avec. En fait, joue avec parce que, excuse-moi, tu l'as fait comme moi, t'as été développeur, on parle à des développeurs, des développeuses. T'essayes un nouveau langage qui arrive, que ce soit Rust, Scala, ou je sais pas quel nouveau langage et tout, t'es comme un gamin. Ça fait plaisir, c'est rigolo. Pourquoi on garde pas le même émerveillement? C'est l'esprit de Noël, là, parce que, non mais c'est vrai, je veux dire, amusons-nous. Gardons ce côté... De l'approcher comme une techno et pas comme un outil. Mais c'est une énième technologie. Derrière, en fait, il y a une poudre de marketing, du UI, du X, etc., qui fait que c'est super sexy, c'est facile à utiliser. Mais ça reste une techno. Derrière, on interroge des LLM, on fait des prompts. Tout ce qu'on sort, ça le balance en prompt qui va encore interroger un LLM. Demain, on aura des LLM de LLM ou des coopérations multi-agents, multi-LLM. Ça ira encore plus vite, encore plus loin. Mais amusons-nous avec ces technologies. Ne soyons pas les dogmes qui, à l'époque, à un moment donné, ont bloqué le développement de l'imprimerie parce qu'à un moment donné, on avait peur que le savoir allait se répandre, etc., etc. Soyons des imprimeurs un petit peu plus ouverts d'esprit, quoi. Ouais, ok. Écoute, c'était top cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Un ou plusieurs? Alors, ouais, en référence à ce que je disais pendant le podcast, il y a la vidéo du VP Head of Engineering de Shopify que m'a partagé la CTO de la BPI que je salue au passage, Ludie, si tu nous écoutes. Donc, Shopify, vous le trouverez sur YouTube, où ils expliquent comment, dans leurs équipes techniques, et à l'échelle de Shopify, qui est quand même plutôt une grosse boîte, comment ils ont justement eu cette démarche de prendre du Copilot, etc. C'est pendant le GitHub Universe là, qui a eu lieu récemment. Et le deuxième contenu... peut-être le bouquin de Suleiman, The Next Wave, The Coming Waves ou The Next Wave, The Coming Waves, le cofondateur de DeepMind. Voilà. Ok. Canon. On mettra les liens en description, bien évidemment. Et pour terminer, la question historique du podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, c'est clivant, c'est ça? Ok. Je risque de perdre la moitié de l'auditoire. Mais t'as même pas besoin de justifier ta réponse. C'est juste un état de fait. Les tabs, parce que le dernier langage que j'utilise encore à mon grand âge, c'est du Python. Et que si tu commences à faire des espaces... t'es pas bien. T'es vraiment pas très très bien, quoi. Top. Merci beaucoup, Pierre, pour cette discussion. Merci également, merci Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, j'espère vraiment qu'on vous a donné envie d'utiliser ces outils-là au quotidien, parce que c'est vrai, au quotidien, on s'entend, régulièrement, parce que c'est vraiment des outils merveilleux. Ça nous rend effectivement meilleurs, et ça nous permet surtout de faire que la partie intéressante de notre taf. Parce que toute la tuyauterie, en fait, ça nous casse les pieds de devoir à chaque fois recoder ça. Et là, au moins, tout ça, ça se fait tout seul. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là,
codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.